Vendredi 2 décembre 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, les dirigeants de la JIRAMA, entendus dernièrement par le PAC sur de présumées malversations dans la gestion financière de la JIRAMA de 2018 à 2021, ont été appelés à comparaître à nouveau cet après-midi devant le juge d'instruction. De nombreux témoins, outre les 34 dirigeants, ont été également convoqués par le juge d'instruction sur cette affaire, selon nos sources. Pour rappel, le 28 novembre, ces dirigeants de la JIRAMA ont comparu devant le PAC après une enquête du Bianco. 3 administrateurs ont ensuite été placés en garde à vue. 6 mandats d'arrêt ont été lancés à l'endroit des 3 responsables. Le secteur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, un secteur d'investissement potentiel, c'est le thème de la première édition du Salon national de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pendant 3 jours au Palais des Sports Mamassen. Toutes les activités sont prévues durant ces 3 jours, visent à faire connaître le secteur eau et à mobiliser toutes les sources d'investissement potentiels ainsi qu'à partager les différents sous-secteurs pouvant porter des potentialités en matière financière du secteur. La tenue de ce salon est une opportunité pour tous les acteurs pour déceler les problèmes liés à celui-ci et d'en trouver des solutions adéquates. Mervoulet Sferen et Bras Denilson. Lors de la cérémonie officielle d'ouverture du Salon de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ou SNEH, le ministre de tutelle a souligné que Madagascar dispose annuellement de plus de 300 milliards de mètres cubes de ressources en eau, mais seulement 5% sont exploités et utilisés. Les 95% restantes se déversent dans la mer. Une perte colossale parce que si on estime que 1 mètre cube d'eau équivaut à $1, on a un gap de près de 300 milliards de dollars chaque année. Plus de 14 millions de Malagasy n'ont pas d'accès aux services d'eau, ce qui nécessite un financement allant jusqu'à 328 millions de dollars rien qu'en 2023 afin d'augmenter le taux d'accès à l'eau à 48 à 60%. D'où l'importance de l'aspect investissement. Si l'on se réfère à nos statistiques, plus de 14 millions de personnes à Malagasy n'ont pas d'accès à des services d'eau. 19 millions n'ont pas d'accès à des services d'assainissement de base. 20 millions n'ont pas d'accès à des services d'hygiène de base. Des réalités qui imposent au ministère de définir des objectifs échelonnés afin d'accroître les taux d'accès respectifs à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. En accord avec le plan émergence de Madagascar, ces objectifs sont inscrits aux horizons 2023, 2028 et 2038. Le besoin de financement se chiffre, rien que pour l'année 2023, à 328 millions de dollars pour augmenter le taux d'accès à l'eau de 48% à 60%, et le taux d'assainissement à 32% à 37%. L'aspect investissement est ainsi primordial. C'est dans cette optique que la tenue du Salon de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène est d'une importance capitale, selon toujours le ministre de l'eau, car cet événement se présente comme étant une plateforme de rencontre et d'échange pour tous les acteurs du secteur AEH. Soyez donc tous les bienvenus à ce triple rendez-vous qui vise premièrement, à constituer une plateforme de rencontre entre le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avec ses organismes et structures attachées d'une part et les porteurs de différents projets du secteur EAH d'une autre part. Deuxièmement, à mettre en connexion les acteurs privés du secteur EAH avec les investisseurs potentiels pour créer des opportunités d'affaires, mobiliser des ressources et développer un environnement favorable au secteur. Secteur privé, institutions financières, décideurs politiques, économiques, sociétés civiles, institutions multilatérales, chercheurs et techniciens, ainsi que d'autres branches d'activité, car l'essor du secteur est une affaire de tous. Et troisièmement, à permettre aux visiteurs de découvrir les activités et les diverses facettes du secteur dans un cadre particulièrement riche en informations et ainsi les concrétiser sur l'importance du secteur. Pour l'Assemblée nationale, représentée par son vice-président, cette institution entend soutenir à sa manière le secteur eau tout en votant si nécessaire le Code de l'eau.
Et à partir de ce jour, tous les faits, statistiques et les lignes directrices nécessaires dans le domaine de l'environnement sont regroupés dans un site web appelé Hay Nature. Il est possible de trouver dans ce nouveau site web tout ce qui concerne les réserves naturelles et les aires protégées de toute l'île, les zones de pêche tant en eau douce qu'en mer et surtout les propriétés foncières. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a déclaré que cela permet d'informer les citoyens sur les lois et les règlements liés à l'environnement et sur la politique générale du gouvernement. Plus de détails avec Andina Martina et Nza Haji Ansou. Dans le cadre de la digitalisation et la transformation numérique, le gouvernement a procédé à l'utilisation du site web Hay Nature avec les partenaires œuvrant dans la protection de l'environnement. Sur ce site, on peut trouver les faits et statistiques nécessaires et importants sur l'environnement, les réserves naturelles et les aires protégées de Madagascar. L'objectif est d'accélérer le traitement des documents pour pouvoir intervenir rapidement dans la réalisation des travaux, a indiqué le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est également important d'avoir la transparence et la possibilité pour chacun de profiter de faits et de statistiques vérifiées et officielles selon Abraham Ratzenfitch, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui a été le lancement officiel de ce site. Par ailleurs, il sera procédé à une amélioration progressive au vu de certaines données des ministères coopérants dans le ministère de l'Aménagement du Territoire et le ministère de la Pêche selon les explications. Dans un tout autre sujet, l'une des responsabilités du bureau du cadastre minier est de délivrer les permis miniers. Par la suite, il appartient à la primature de délivrer le numéro de permis. Le BCMM renseigne également sur les instructions et directives nécessaires à l'obtention des permis miniers. Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, une remise de distinction honorifique et de médailles d'argent et d'aluminium pour les travailleurs méritants a eu lieu aujourd'hui à Ivat. Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. Il existe 3 types de permis d'exploitation minière. Le permis réservé aux petits exploitants, PRE, le permis de recherche, PR, et le permis d'exploitation, PE. La demande est faite auprès de BCMM ou Bureau du cadastre minier. Ce dernier le délivre après la réception du numéro émanant de la primature. Mais avant d'être transmise à la primature, cette demande passe toutefois par le ministère des Mines pour contrôle de légalité. Depuis 2011, il n'y a pas eu de délivrance de permis, seulement 20 des 1311 PRE qui ont été délivrés à l'époque sont valides. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère, examine actuellement l'éventualité du renouvellement du permis aux petits exploitants. Le gouvernement a décidé donc de renouveler les permis réservés aux petits exploitants et on va commencer d'ici peu au traitement des différents dossiers relatifs à ces demandes de renouvellement et nous croyons que d'ici peu, au début de l'année prochaine, on commence à délivrer ces permis renouvelés. Voilà ce que... En plus des permis miniers, le PCMM perçoit également les frais d'administration minière. L'argent qu'il rapporte est envoyé au budget de l'État et une partie sert à faire tourner l'ANOR, Agence nationale de la filière or, et l'IET, Extractive Industrie Transparency Initiative, et les autres branches du ministère. Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, une distribution de distinctions honorifiques et de médailles d'argent et de bronze aux employés méritants du BCMM a eu lieu aujourd'hui. Concernant le cadre transport, la ligne ferroviaire Fianarantsouk-Côte-Est ou FCE doit être rétablie avant la fin de l'année, a déclaré le président de la République lors du Conseil des ministres. Par ailleurs, les travaux de curage du canal de Pengalan qui relie Mananzar et Farafangan, long de 205 km, seront également poursuivis. Jean-Claude Adji-Amalal. Le gouvernement achètera de nouvelles dragues fluviales afin d'améliorer l'entretien du canal des Pengalan en vue de l'ouverture de ce canal au transport. L'ouverture de la partie reliant Touamasn et Mananzar, longue de 432 km, a été déjà effectuée en 2019. Par ailleurs, le canal des Pengalan a besoin d'un curage en profondeur en ce moment en raison des débris occasionnés par les cyclones et les ensablements. Le gouvernement actuel va procéder à l'ouverture du canal partant de Mananzar à Farafangan, long de 205 km. Donc, c'est la raison de l'achat de nouvelles dragues fluviales.
Le président de la République a également donné des instructions claires pour mener une étude afin de savoir le nombre de machines nécessaires pour le curage du canal, qui mesure au total 637 km. Il a également donné des consignes pour l'obtention d'une estimation de prix directement auprès des grandes entreprises étrangères qui produisent les machines, afin de pouvoir obtenir le prix le plus raisonnable, afin que l'on sache combien de machines peuvent être achetées en fonction du budget disponible. Le gouvernement a confié cette mission à la PMF, qui est sous la tutelle du ministère des Transports. Le canal des Pangalan traverse 4 régions, 9 districts et 34 communes. 4 309 693 personnes y vivent et leurs moyens de subsistance sont directement ou indirectement liés à ce canal. À cela s'ajoute également la mise en place d'un plan à court terme et à moyen terme pour la réhabilitation de la ligne ferroviaire Fianarantsouk-Côte-Est, ou FCE. Parmi les plans à court terme, le remplacement des locomotives qui se fera dans quelques jours. Un partenariat avec Madarel a été établi pour échanger les locomotives actuelles avec des locomotives de Madarel. Ce plan permettra de faciliter et d'accélérer la circulation des produits des agriculteurs entre Fianarantsouk et Manakar, surtout en cette saison de litchi. Un appel à candidature est également lancé pour le poste directeur général du FCE, dont la mission est la relance du réseau ferroviaire FCE. Il est aussi nécessaire de faire un entretien des 4 locomotives achetées en Espagne pour pouvoir résoudre les problèmes qui existent actuellement. Et en ce qui concerne les plans à moyen terme, il est prévu que de nouveaux investissements soient faits pour acheter de nouvelles locomotives afin d'améliorer le chiffre d'affaires de FCE. Selon les instructions du président de la République, le réseau ferroviaire FCE doit reprendre le travail avant la fin de l'année. Ensuite, le planning familial n'est pas obligatoirement une restriction du nombre d'enfants. En effet, c'est une méthode pour équilibrer le nombre d'enfants par rapport à la source de revenus. Cependant, le taux d'accès des jeunes et des femmes à la santé, aux droits sexuels et reproductifs est encore faible dans notre pays. Le planning familial est l'une des stratégies proposées par EIPAS, un réseau qui fait partie du projet Wish to Action pour prévenir les avortements non sécurisés. Reportage. Le taux d'utilisation de la contraception moderne est actuellement de 43%. Cependant, l'objectif du gouvernement actuel est d'atteindre jusqu'à 60% d'utilisation des méthodes contraceptives modernes en 2023. À cet égard, de nombreux efforts sont encore à fournir afin d'augmenter le nombre de femmes qui bénéficieront de la planification familiale et le gouvernement malgache a déjà accepté et signé ce projet à travers l'accord du 2030 pour le planning familial. Face à cette perspective, l'organisation de la société civile œuvrant dans la santé, droits sexuels et reproductifs, EIPAS, qui fait partie du Wish to Action, exprime son dévouement et son soutien pour tous les efforts du gouvernement afin d'améliorer le domaine de la STSR à Madagascar, selon Oulsou Raflounbouang, responsable plaidoyer de l'EIPAS. Le planning familial est un moyen pour les jeunes et les femmes de contribuer au développement du pays. Et en plus de protéger leurs droits, il est également important d'améliorer l'économie du pays en augmentant le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Et afin de promouvoir le monde de la STSR à Madagascar, un atelier de renforcement des capacités des journalistes des médias indépendants et privés en STSR a eu lieu les 28 et 29 novembre 2022. 65 agriculteurs du 6e arrondissement ont reçu des semences et des engrais de la part du gouvernement par l'intermédiaire des députés de l'IRD élus dans cet arrondissement, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la région d'Analamangue. Les écoles locales ont également reçu des bancs et des tables. Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Chanel. 80% de la population du 6e arrondissement sont des agriculteurs. Ils ont fait face à de nombreux problèmes après le passage des cyclones au début de l'année. Ainsi, le prix des semences et des engrais a augmenté et le rendement a diminué selon les agriculteurs. Dans cette perspective et pour la mise en œuvre du 9e pèlerin du président de la République, l'autosuffisance alimentaire, 65 agriculteurs ont reçu hier des semences et des engrais. Par ailleurs, les élèves de l'EPP, du CEG et du lycée du 6e arrondissement ont également bénéficié de bancs et de tables. 40 pour l'EPP d'Ambatlampi et 30 respectivement pour le CEG d'Anoussou et le lycée d'Amoumanarn. À noter que ces bancs et tables sont des dons de la région d'Analamangue.
Concernant les actualités sportives, les 33 joueurs du Barea de Madagascar pour le Tchad commenceront leur regroupement le 12 décembre 2022. Il n'y aura pas donc encore de changement dans la liste selon les explications. Des matchs de préparation contre d'autres équipes africaines auront lieu avant la phase finale du Tchad qui se tiendra en Algérie. Plus de détails avec Ansar Arzonarville et Seych Raji Anassi. L'entraîneur Roro a dévoilé la liste des 33 joueurs sélectionnés pour le regroupement. De nouveaux joueurs ont étoffé le rang des anciens qui constituent majoritairement cette équipe. Cette liste sera réduite lors de la deuxième semaine de regroupement. Par ailleurs, de nombreux matchs internationaux sont prévus pour la préparation des Barea avant le Tchad en janvier, d'après Roro, leur entraîneur. Le regroupement débutera le 12 décembre et le 2 janvier 2023, l'équipe Barea Tchad partira pour la Tunisie. Le 13 janvier, ils participeront à la phase finale du Tchad qui se tiendra en Algérie, souligne Jocelyn Razaf Mamoudi, membre de la commission communication au sein de la FMF. Place maintenant aux actualités internationales. Après plusieurs semaines de tensions entre les États-Unis et l'Europe autour de conséquences du grand plan climat de Joe Biden, ce dernier et son homologue français Emmanuel Macron ont cherché à apaiser les choses, affirmant vouloir synchroniser les approches des deux côtés de l'Atlantique. Plus de détails avec France 24. Alors oui, les frictions sur la politique industrielle que vous avez évoquées et qui divisent les États-Unis et la France font que les deux présidents sont au moins parvenus à préserver les apparences. Mercredi soir à Georgetown, où Joe Biden et le président français se sont accordés un dîner privé, Emmanuel Macron a vertement critiqué les libertés prises par l'administration américaine avec les règles de la concurrence. Si cette conférence de presse a démarré avec 1h30 de retard, une conférence de presse donnée par les deux présidents aujourd'hui, on devine que c'est parce que les échanges ont été intenses sur le sujet. Il n'empêche que les deux présidents voulaient ne laisser aucune brèche à l'unité de leurs deux pays. Travailler pour synchroniser les approches en matière d'industrie verte. C'est la formule de Joe Biden pour dire à son homologue français qu'il est raisonnablement prêt à étudier les conditions d'un accord qui ne pénaliserait pas l'Europe outre mesure. Même si, bien entendu, le plan gigantesque conçu par le président américain à hauteur de 430 milliards de dollars vise d'abord à servir les Américains et les classes moyennes américaines en particulier. N'oublions jamais que ce que le peuple américain attend de son président, c'est America First. Les deux hommes veulent également des transitions écologiques, je cite, mutuellement profitables. Ce sont leurs mots qui, semble-t-il, constitueront les bases, non pas seulement d'une déclaration commune, mais bel et bien d'un plan économique conçu entre occidentaux pour qu'à terme, les Européens ne soient jamais la variable d'ajustement économique des Américains et encore moins celle de Pékin. Et c'est là, probablement, que le président français a fait mouche. Pékin, l'obsession de Joe Biden et globalement de l'ensemble de son administration, à commencer par le Pentagone et le département d'État évidemment, est en réalité en ligne de mire. Pékin en ligne de mire de la coopération entre les deux rives de l'Atlantique. Les discours de Joe Biden et Emmanuel Macron se ressemblent. Ils célèbrent la démocratie, vous l'avez dit, les valeurs communes et une égalité à l'occidental qui n'est pas compatible avec les visions du Parti communiste chinois. En Autriche, les autorités sont confrontées à une vague de migrants sans précédent. L'administration autrichienne se dit dépassée. Toujours avec France 24. Nickelsdorf, point de passage entre la Hongrie et l'Autriche. Ces demandeurs d'asile viennent d'être interceptés. Dans cette région, ils sont près de 400 chaque jour à être conduits dans des centres d'enregistrement par la police qui a parfois besoin d'aide pour maîtriser l'afflux. Quand il y a beaucoup d'arrivées, on peut s'appuyer sur d'autres centres répartis dans tout le pays pour effectuer les entretiens individuels, qui prennent beaucoup de temps. Les migrants reçoivent alors un billet de train, un QR code et l'adresse où ils doivent se rendre, puis sont conduits à la gare. Une fois enregistrés, les demandeurs d'asile rejoignent un centre d'hébergement comme celui de Traiskirchen. Problème, il accueille 4 fois plus de résidents que prévu. Venus de Syrie, Amar vit ici depuis plus d'un mois. Comme il y a beaucoup de monde, nous vivons à 2 familles dans une chambre. Ça laisse peu d'intimité. Les toilettes sont partagées, les douches aussi. J'espère pouvoir être transféré, apprendre l'allemand. Et je veux aussi
faire tout mon possible pour apporter quelque chose de positif à l'Autriche. Pour le maire de Traiskirchen, la situation est intenable. Quand il y a une distribution de repas, ils doivent faire la queue pendant des heures, parfois à l'extérieur. Il n'y a pas suffisamment de soins médicaux de qualité. La solution serait d'ouvrir de nouveaux centres. Ça ne prendrait que quelques heures. L'État a suffisamment de bâtiments vides pour cela. Mais l'État se dit dépassé. Les gouvernements régionaux auraient fermé trop d'hébergements après 2015. Il faut les rouvrir de toute urgence. En février, nous avons déjà accueilli de nombreuses personnes venues d'Ukraine. En ce moment, il y a plus de gens qui passent la frontière que ce que nous pouvons héberger. C'est pour ça que nous avons besoin des régions. Beaucoup d'efforts sont faits, mais il faut aller plus vite. Mais de nombreux demandeurs d'asile ne restent pas et poursuivent leur route vers d'autres pays européens. 20 000 sont actuellement pris en charge par l'État, un chiffre qui ne devrait pas poser de problème selon les ONG qui dénoncent une crise provoquée par une mauvaise gestion. Et la harissa, condiment national en Tunisie, confectionné à base de piment, a été inscrite jeudi 1er décembre par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. France 24. Ce mélange de piment, d'épices, de sel et d'huile d'olive, c'est bien de la harissa. La Tunisie a réussi le pari de la faire inscrire sur la liste des biens immatériels du patrimoine culturel de l'UNESCO. La harissa a une grande valeur. Elle représente beaucoup pour nous, mais aussi pour le monde entier. Pour nous, c'est une reconnaissance de notre culture. Et le monde reconnaît que c'est un savoir-faire tunisien. La préparation maison de la harissa est un héritage qui se transmet de génération en génération. C'est un élément essentiel de la culture et de la cuisine dans les familles tunisiennes. Nous avons hérité des graines de piment de nos ancêtres. Nous les plantons, les récoltons, puis il faut extraire la poudre de piment. Pour cela, il faut mouiller les graines, puis les sécher et les secouer. Nabeul est considérée comme la capitale de la harissa tunisienne. Elle lui consacre même un festival, la Harissa Feast. Nos célébrations se poursuivront ces prochaines années grâce au ministère de la Culture et tous les participants. C'est quelque chose qui restera dans l'histoire de la Tunisie. Nous y contribuons. Après le succès de l'inscription de la harissa au patrimoine de l'UNESCO, l'association Médina Maintenance travaille à la création d'un itinéraire touristique gastronomique. La harissa y sera la principale attraction. L'enregistrement de la harissa comme patrimoine immatériel soutiendra notre démarche de diversification de nos produits touristiques. On voudrait introduire dans notre expérience gastronomique des produits comme de l'eau de rose ou des épices qui caractérisent bien la région. D'ailleurs, la harissa permettra à notre région de se développer. La harissa est le premier élément culturel national tunisien à figurer dans la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans quelques instants, vous allez suivre la rediffusion de l'interview du maire dans l'émission Data. Quant à moi, je vous dis excellente soirée et au revoir.